Le froissement de la soie fut le premier son à fendre le voile du sommeil, un chuchotement ténu dans l'épaisseur muette de l'aube. Derrière la porte, le murmure indistinct des eunuques de garde vibrait comme une basse continue à travers les murs. L'air de la petite chambre, saturé d'encens coûteux et de la senteur entêtante des fleurs d'oranger venues des jardins du palais, avait la lourdeur des lieux riches et clos. À la fillette qui se réveillait sur une paillasse mince, ce parfum ne disait pas l'opulence, il avait l'odeur de l'enfermement. Elle s'appelait Théodora, elle avait 6 ans, et sa cage dorée n'était autre que le complexe de la faction des Verts adossé à l'hippodrome de Constantinople. L'an était celui de 500 après Jésus-Christ, et au dehors, la capitale bourdonnait comme un chœur impérial immense et désordonné. Ici, pourtant, le monde se réduisait à des soies qui bruissent et à la surveillance constante des Verts. Dès qu'elle ouvrit les yeux, une angoisse froide retomba dans son ventre. C'était la même depuis 3 jours, compacte et dure comme un galet. Son père, Acassus, n'était plus. L'homme robuste qui sentait le foin et la bête, capable d'apaiser d'un mot grave l'ours furieux qu'il menait, avait été emporté par une fièvre fulgurante. Son absence emplissait la pièce plus sûrement que l'encens. Du grand espace voisin montait la plainte étouffée de sa mère, devenue aussi régulière que le bourdonnement des gardes. Ses 2 sœurs aînées dormaient encore, serrées l'une contre l'autre pour grappiller un peu de chaleur. Théodora demeura immobile, à l'écoute. Elle guettait les signes du réveil du complexe. Un rugissement lointain jaillit d'une cage, le heurt métallique des seaux, les appels des hommes qui préparaient un nouveau jour de spectacle. Tout continuait, indifférent à la petite secousse sismique qui avait fissuré leur vie. La noblesse de leur décor prenait des allures de sarcasme. Tentures de soie, mosaïques lustrées, échappées sur des parterres taillés au cordeau. Rien ne leur appartenait. Tout revenait à la faction des Verts, et la protection qu'ils avaient concédée n'avait jamais été qu'un crédit précaire. La chambre, l'aisance, la sécurité, autant d'emprunts. La dette venait d'échoir. La peur n'était pas seulement celle du dénuement, mais celle de la rue, du renvoi brutal hors de la cage dorée vers la dureté nue de la ville, avec pour tout bagage une mère et des filles sans appui. La fillette resserra sur ses épaules le drap fin, comme pour repousser l'aurore et les décisions terribles qu'elle charriait. Jamais la cage, malgré son or, ne lui avait paru si près de se refermer comme une prison. Le 3e jour de crainte chuchotée se résolut en une cérémonie fébrile et sans espoir. Sa mère tourbillonnait dans la chambre exiguë, la main tremblante, étalant leurs plus beaux tuniques. Jadis éclatant des couleurs des Verts, ses vêtements étaient maintenant passés et raccommodés, les coutures tendues, les ourlets fatigués. Chaque reprise semblait le mémorial d'une prospérité toujours empruntée, chaque patch la preuve d'une existence au bord du gouffre. L'air capiteux d'encens et de fleurs laissait percer un goût métallique de peur. Les doigts glacés de la mère fermèrent les petits boutons dans le dos de Théodora, geste précipité et nerveux, sans rapport avec la douceur assurée de la semaine précédente. La fillette se tint droite, regardant ses sœurs subir la même préparation. Des visages pâles et perplexes, des yeux trop grands, pleins d'une frayeur qu'elle ne savait pas nommer mais ressentait jusqu'au fond d'elle-même. On les parait pour un sacrifice, prêtes à une supplication devant des dieux déjà réputés capricieux et cruels. D'un soupir tremblant, leur mère les rassembla, menant ses agneaux par la main. Elle ne trouva pas sa voix, verrouillée derrière un mur de terreur. Elle se contenta de serrer plus fort la paume de la plus petite et de s'engager dans les couloirs ombreux et frais du complexe. Les rumeurs coutumières de l'hippodrome, clameurs de la foule, beuglements des bêtes, étaient assourdis, remplacés par l'écho de leurs pas sur le marbre. On les introduisit dans une longue salle opulente où les chefs des Verts se prélassaient sur des lits couverts de coussins. Des raies de soleil tombaient de hautes fenêtres et faisaient danser dans l'air des poussières dorées, éclats lumineux qui juraient avec le poids sombre qui accablait la famille. Les hommes, drapés de soie plus riches encore, les doigts lourds d'anneaux, joufflus de bien-être, levèrent la tête sur cette procession pauvre et malvenue avec un mélange d'ennui et d'agacement. La mère s'avança et sa voix, mince et cassée, se perdit dans le volume du lieu. Les mots se pressaient, suppliant en un torrent. Elle parla du mari mort, des années de service fidèle, de la science des bêtes qui offrait aux Verts la gloire et l'argent. Elle réclama non l'aumône, mais le droit qu'un autre reprenne la place, demandant le maigre salaire qui empêcherait ses filles de mourir de faim.
Sa voix, jadis assurée, n'était plus qu'un filet tremblant. Chaque syllabe sonnait comme une reddition. Ils écoutaient, sans entendre, le visage immobile comme un masque. L'un, barbe taillée et regard glacé, examinait ses ongles. Un autre faisait tourner son vin et laissait son regard glisser au-dessus des têtes des enfants comme s'ils n'étaient que des colonnes. Lorsqu'enfin le souffle lui manqua, le chef aux yeux vides eut un battement de poignet. Geste minuscule, sans effort, aussi léger qu'une condamnation. Il ne signifiait rien, sinon la misère. Un garde avança, non pour les raccompagner, mais pour les pousser rudement vers la sortie. Le son qui les suivit ne fut ni le silence ni la pitié. Ce fut un rire. Sec, méprisant, il résonna dans la salle et les poursuivit jusque sur la rue éclatante de lumière. Le soleil de Constantinople les frappa comme un coup, et le rire sembla cuire dans la pierre, marquant leur humiliation d'une tache indélébile. Elles clignèrent dans l'éblouissement, leur beau haillon devenu un trait d'ironie, déjà poudré d'une poussière qui signait l'entrée dans leur nouvelle réalité. La mère demeura figée, les épaules rompues, le sillon des larmes traçant sur la poussière de ses joues. Puis quelque chose se retendit dans son visage. Résolue, les yeux rougis mais creusés d'une volonté tenace, elle avisa au loin la demeure de leurs rivaux. Sans un mot, elle serra plus fort la main de Théodora et celle des aînés, et s'engagea d'un pas décidé vers le quartier des Bleus. La marche fut une succession de heurts, de regards hostiles, de bousculades. Le complexe des Bleus, jumeaux d'opulence, respirait un air différent, plus froid, plus tranchant. Les gardes, en couleur d'azur et de mer, avaient moins l'ennui dans l'œil qu'un calcul permanent. On ne les fit pas patienter dans une grande salle. On les mena dans une pièce sombre où un homme siégeait derrière une table lourde, encombrée de rouleaux et de registres. C'était le chef des Bleus, réputé pour son pragmatisme sans chaleur, ses doigts couverts d'anneaux aux reflets mat. Son regard, gris comme une mer d'hiver, ne s'attarda ni sur la détresse de la mère, ni sur la peur des filles. Il s'arrêta sur Théodora. Il l'évalua comme on estime une bête, pesant le potentiel contre le coup immédiat. Le seul son qui trouait la densité du silence venait du scribe, dans l'angle, grattant sa tablette. Un frisson parcourut la fillette. Il ne s'agissait pas d'une demande de clémence, mais d'un marché, et elles étaient à la marchandise. Après un temps suspendu, l'homme inclina lentement la tête. Il accepta. Il leur offrirait toit, vivres et la protection des Bleus. La phrase, plate et sans empathie, tombait comme une clause. Le prix ne s'énonçait pas en pièces. Il se lisait dans l'air, immense et net. Une loyauté sans fin, une dette jamais soldée. Pour Théodora, qui l'avait la plus longuement détaillée, ce prix dessinait un futur qui lui était arraché, une vie pliée aux humeurs de puissants implacables. Un bruit échappa à la gorge de sa mère, un souffle déchiré, mais de pure délivrance. Elle étreignit ses filles, le visage transfiguré, les plis de l'angoisse lissés par l'idée de salut. Théodora, elle, ne voyait que ses mains serties d'anneaux et sentait peser sur son âme le poids de nouvelles chaînes. Le soulagement maternel fut l'image la plus douloureuse de sa vie. Un éclat de lumière dans le surgissement d'une autre prison, dont la porte venait de se verrouiller. À 10 ans, le grondement de l'hippodrome devint pour Théodora la seule berceuse. Divinité capricieuse et tonitruante, la foule dictait le rythme de ses jours. La poussière du sable, soulevée par les chars, piétinée par les danseurs, s'était installée à demeure dans ses poumons, rappel rude que son univers serait celui du spectacle, non de la substance. Le chef aux yeux froids tint parole. Toit, ration, sécurité. La contrepartie, c'était le numéro. On ne l'envoya pas chez un maître d'écriture ni chez un comptable. Sa salle de classe fut la cour d'entraînement à ciel ouvert, derrière le complexe. Ses maîtres, des artistes usés, à la gloire déjà passée. Son corps devint instrument. On l'assouplit, on le dressa, on l'endurcit. Elle apprit la danse, non pas la démarche mesurée d'une noble, mais les vrilles acrobatiques capables de scotcher des milliers de regards. Les muscles lui brûlaient d'avoir tenu des postures impossibles. La plante de ses pieds se durcit à force de heurter la terre. Elle travailla sa voix, arme plus vitale qu'aucune épée. La placer, la projeter, la faire glisser au-dessus du tumulte pour atteindre les loges les plus hautes et les moins indulgentes. La même voix savait, au ras du premier rang, chuchoter une confidence, et soudain, en plein ciel, proclamer comme un oracle. Elle cultiva l'art de l'imitation,
moquant dans l'ombre les sénateurs et les dignitaires qu'elle observait à l'arène, la démarche pompeuse de l'un, le sourire mielleux de l'autre, la main d'un troisième qui lissait sa barbe en feinte méditation. Ce n'était pas un simple tour de scène, c'était l'anatomie du pouvoir, apprise par la satire. Un sourire au instant juste pouvait désarmer un critique ou ferrer un protecteur. Un demi-tour, dos offert, dos froissé comme par une peine, arrachait des clameurs de soutien. Une larme posée au cordeau, traçant un sillon clair sur la poussière d'une joue, valait une bourse de cuivre. Économie brute de l'émotion. L'adoration de la foule donnait l'ivresse et s'évanouissait comme une ombre. Un soir, son nom faisait vibrer la pierre de l'hippodrome. Le lendemain, si l'étincelle manquait, la pluie de fruits pourris la rappelait dans la poussière. Elle apprit à lire l'humeur du monstre collectif comme un marin lit la mer. Sens du moment où le trait frappe juste, du virage où la tragédie emporte le souffle, du relâchement où il faut relancer la houle. Ce monstre sans visage, c'était son geôlier, son juge et son gagne-pain. Il donnait du pain, parfois une bouffée de gloire, et pouvait tout reprendre, ne laissant que l'écho indifférent de sa rumeur. Dans la cage dorée de la reine, Théodora apprenait à devenir sa créature la plus fascinante et la plus dangereuse. À 16 ans, elle tenait la scène avec une densité qui semblait aimanter la lumière et le son. Sa beauté, passée l'enfance, s'était aiguisée en une arme. Pommette haute poudrée d'or, yeux capables de rire ou de glacer, voix tissant à volonté la comédie ou la douleur. La ville l'adorait. Chaque soir, une vague d'acclamations la submergeait physiquement. Dans les tavernes, on susurrait son nom. Des gradins, on le hurlait. Derrière ce vernis, une réalité rance proliférait. À chaque bouquet jeté, un regard de propriétaire, lourd, s'imposait. À chaque ovation, une main s'autorisait, glissant sa prétention au droit de cuissage. Pour les hommes occupés aux meilleures places, elle n'était pas une artiste, un divertissement temporaire, un bel objet à consommer puis à jeter. Les pièces jetées sur le sable n'achetaient pas l'art. Elles payaient l'illusion qu'il s'offrait. Les fins de représentation n'étaient pas des saluts, mais des retraites humiliées hors de la lumière, dans l'arrière-scène où l'on tenait la comptabilité de sa valeur en niant son humanité. Les soies paraissaient des costumes imposés pour un rôle qu'elle n'avait jamais accepté, et l'applaudissement se creusait d'un mépris qu'elle savait maintenant entendre. Alors, il y eut Ilus. Il n'était pas de ceux qui s'agglutinaient, haletant, à la sortie. Gouverneur d'une province de la Pentapole d'Afrique, port altier non de l'oisiveté mais de la charge, il observait ses numéros avec une attention silencieuse. Quand il s'approcha, ce fut loin de la cohue, dans un moment calculé de tête à tête. Sa proposition ne mettait pas une nuit dans la balance, mais un titre pour une vie. Non pas l'éclat intermittent des feux de la Seine, mais le soleil régulier d'une terre nouvelle. Il lui demanda de quitter l'hippodrome, les factions, la poussière, les humiliations, et de le suivre à Pentapole comme compagne reconnue. Les mots scintillaient d'une promesse de légitimité. Ce n'était pas l'amour, elle n'était pas dupe, c'était la sortie. L'occasion d'ôter la peau de l'actrice pour une existence de femme respectée, au bras d'un puissant. Une bouffée d'air net dans des poumons saturés d'encens et de sueur. Un pardon. Une porte ouverte sur un futur qu'elle n'avait pas osé imaginer. Sans tergiverser, le cœur battant de cette espérance folle et lucide, Théodora accepta. Elle tourna le dos à l'unique monde qu'elle avait connu et monta à bord sans un regard en arrière. La traversée fut une épreuve d'endurance, roulis obstiné d'un navire marchand qui grimpait des montagnes d'eau sombre avant de retomber dans l'écume blanche. L'air de Constantinople, mélange d'encens et d'humanité, laissa place à une âpreté salée. Un moment, la nouveauté du voyage et le respect dû à la compagne d'un gouverneur pensèrent à ses blessures. Au bastingage, le vent fouettant ses cheveux, elle vit se lever la côte de Libye, bande d'ocre et de vers sourds sous un ciel blanchi. À Pentapole, on la traita comme on ne l'avait jamais traitée. Serviteurs silencieux, cours inondés de soleil, dîners en pièces ouvertes sur les étoiles. Un temps, la cage parut brisée. Mais les gouverneurs se rappellent aussi vite qu'ils sont nommés. Le message de Constantinople tomba, sec et sans appel. Les traits d'Ilus, d'ordinaire composés, se durcirent de pragmatisme. Les préparatifs du retour furent expéditifs, méthodiques, elle n'en était pas. On empaqueta les soies et les bijoux offerts, non dans ses coffres, dans les siens. Les domestiques qui s'inclinaient jusque-là baissèrent les yeux.
La promesse vira au goût familier du marché. Elle valait à présent moins qu'une outre vide. Il la laissa sur les quais d'Alexandrie comme l'on jette un contenant usé. Le port, cris des débardeurs, cordages qui gémissent, piaillements des mouettes, s'affairait à lancer le navire qui le ramènerait, lui, chez lui. Il ne se retourna pas, ne lui glissa ni mot, ni pièce, ni mensonge poli. Il monta et devint un point dans la mécanique de son ambition. On retira la passerelle, on jeta les amarres, la coque glissa vers le large. Elle resta plantée sur les planches blanchies de soleil. La chaleur d'Égypte s'abattit sur elle, non comme une tiédeur, mais comme une sentence. Elle écrasait sa tête nue, cuisait le bois sous ses sandales, se réverbérait en une clarté impitoyable sur les murs blancs. Elle était seule. 1000 kilomètres d'eau hostile la coupaient de la seule ville qu'elle connaissait, et autour d'elle bruissait une langue étrangère. Le seul art qu'elle possédait, sourire calculé, danse de séduction, larmes au moment opportun, était précisément celui qu'elle avait juré d'abandonner. C'était pourtant sa seule monnaie. La lucidité la poignarda plus profond que toutes les humiliations de la reine. Le navire devint un point, puis rien. Il ne resta que le poids du soleil et l'immensité indifférente de la mer. Le soleil d'Alexandrie, d'abord juge implacable, devint le témoin d'une métamorphose lente et désespérée. La faim est un maître plus dur que n'importe quel chef de faction. Elle poussa Théodora dans le dédale des colonnades et des marchés, silhouette d'ombre glissant dans les recoins. La posture fière se courba sous le fardeau de survivre. Les talents qui l'avaient rendu célèbre, lire une foule, créer une aura, aimanter les yeux, se convertirent à un art plus sombre, disparaître. Elle apprit quelle boulangerie laissait un quignon sec, quels étals se gardaient mal, quelle venelle offrait quelques heures d'abri inquiet. À l'ovation tonnante succéda le vide têtu du ventre, critique plus franc qu'aucun public. Ses pas, guidés par un désespoir neuf, la menèrent un jour aux marches d'une chapelle modeste, à l'écart des grandes artères. On y accueillait les monophysites, chrétiens confessant l'unique nature divine du Christ, doctrine en porte-à-faux avec l'orthodoxie de Constantinople. Éreintée, creusée jusqu'à l'os, elle s'y glissa, non par piété, mais pour l'ombre et l'odeur d'une charité. Pain simple et vin âpre pour les misérables. Elle prit, tremblante, l'aumône, la tête courbée, non en prière, mais en honte. Et pourtant, dans la pénombre fraîche, quelque chose se produisit. Les mots du patriarche, en grec ample et vibrant, franchirent le barrage de la faim et de l'humiliation. Il ne décrivait pas un Dieu lointain et juge, mais un Christ souffrant, rejeté, connaissant l'abandon. Il donnait voix à une foi elle-même pourchassée, une communauté nouée par la lutte et la défiance plus que par le pouvoir. Théologie des marges, elle y sentit se tendre en elle une corde profonde. Dans la poussière de cette chapelle étrangère, parmi les prières bassement dites par des proscrits, elle trouva non un baume seulement, mais un cadre à sa colère. Sa conversion n'eut rien d'une douceur mystique, ce fut un réalignement farouche, calculé. Son art de la scène se réincarna en autre chose. Pénitente aux gestes sobres, convertie ardente, femme sauvée non par un homme, mais par Dieu. Elle offrit ses services au chef monophysite, non comme actrice, mais comme scribe, messagère, regard discret. Son intelligence, si longtemps employée à la comédie et au pastiche, engloutit d'un appétit neuf les entrelacs de théologie et d'influence. Elle vit comment le dogme infléchissait les empereurs, comment les patriarches touchaient au ressort du politique, comment l'Église et l'État ne faisaient, en réalité, qu'un serpent enroulé. Elle enregistra les stratégies soufflées dans l'arrière-salle, mémorisant noms, griefs, ambitions. La faim de son ventre céda la place à une autre, plus froide. Soif d'assises, d'une sécurité qu'aucun quai ne pourrait trahir, d'un pouvoir qu'on ne déserte pas. Le retour vers Constantinople fut un pèlerinage d'une autre sorte. Le navire qui l'y ramena, chargé d'huile et de grains, craquait sous le poids des ballots autant que sous celui d'une volonté d'acier. Théodora, à la proue, n'était plus la compagne d'un homme en charge. Elle en était l'élève, décidée à devenir son égale. L'embrun sur sa peau ressemblait à un baptême qui rinçait les restes de l'actrice, de la maîtresse, de l'abandonnée. Elle ne revenait pas à la vie qu'elle avait fui, mais vers une scène dessinée par elle. Nous étions en l'an 522 lorsqu'elle posa le pied, changée, sur les quais du Corne d'Or.
Elle évita le repère criard des Bleus et tout endroit où l'on se souvenait de la petite de l'hippodrome. Avec les quelques pièces économisées auprès des patriarches d'Alexandrie, elle loua une maison nue au milieu d'un lacis de ruelles montant vers le grand palais. Une pièce blanchie à la chaux, pour toute vanité une fente entre deux toits ouvrant sur les dômes et l'étendard impérial claquant au vent. Choix calculé, l'humilité comme costume, porté avec la science d'une première actrice. Au centre de la pièce, elle posa un fuseau et un quenouille. Chaque matin, alors que la ville s'emplissait du tumulte des échanges et des intrigues, elle s'asseyait près de la fenêtre et prenait l'haleine. Ses mains, autrefois formées aux gestes fluides de la danse et aux phares délicats, apprirent le rythme rude et répétitif du filage. Les fibres rugueuses lui râpèrent la paume, pénitence quotidienne et rappel de la voie choisie. Elle filait des heures, le fuseau ronronnant. Elle se voûtait en posture d'industrie et de piété. Au regard d'un passant, d'un prêtre, d'un officier du palais, elle fixait l'image d'une repentie respectable, femme qui avait tourné le dos à un passé de péché pour une besogne droite et humble. Mais quand elle levait les yeux, on n'y lisait ni l'extase ni l'oubli. C'étaient ceux d'une stratège. Elle notait les allées et venues des fonctionnaires, retenait la relève des gardes, observait quelle route adoptait tel sénateur. Le ronron du fuseau, c'était le son de sa patience, tic-tac obstiné d'un temps qu'elle savait faire ami. Elle s'était placée au bord de la toile, araignée immobile dans l'ombre du grand réseau, tirant son fil discret. Respectable, inoffensive, avec un récit de rédemption de nature à émouvoir les dévots et à intriguer les puissants, elle attendait, sûre comme un prédateur, l'instant exact où un regard juste croiserait le sien. Le moment n'arriva ni avec fracas, ni avec tambour, mais au rythme feutré de pas impériaux sur les pavés. Justinien, neveu de l'empereur Justin. Là où il passait, les voix tombaient, les regards se détournaient. On le disait d'intelligence d'acier, sévère de maintien, tout entier absorbé par le bois sec des lois et des comptes. Théodora entendit l'escorte avant de la voir, cadence mesurée des gardes, susurration des conseillers. Elle ne s'élança pas à la fenêtre. Elle demeura à son tabouret, les mains cessant leur ouvrage, le dos se redressant d'un rien. Cette convergence, elle l'avait patiemment calée. Quand l'ombre de Justinien emplit son seuil, elle leva les yeux. Ni candeur baissée d'une fileuse, ni ouverture invitante d'une actrice. Un regard direct, sans ciller. Leurs yeux s'accrochèrent, et la distance, si soigneusement entretenue entre le neveu d'un empereur et la femme au fuseau, se dissipa un instant. Il connaissait les paupières qui tombent sous la crainte et les prunelles qui se plissent du calcul. Il n'était guère accoutumé à être vu, vraiment vu, par une femme qui n'avait pas peur. Il s'arrêta. Le cortège derrière buta. Le silence se tendit. Sans se lever, sans le moindre servilisme, Théodora parla. Sa voix, jadis capable d'atteindre les gradins les plus hauts perchés, resta basse et nette, dégraissée de tout théâtre. Elle ne flatta pas, ne sollicita rien. Elle le contesta. Elle évoqua un édit récent, une question de droit foncier débattue au Sénat et proposa un contre-argument. Non la citation scolaire d'un rouleau poussiéreux, mais le raisonnement d'un esprit pratique qui sait comment les lois cognent sur la vie des gouvernés. Elle détailla les effets pervers, les échappatoires qui profiteraient aux déjà puissants, la lecture plus équitable qu'il conviendrait d'adopter. Justinian se figea, la gravité du visage fissuré par une stupeur qui vira à une attention fascinée. Pas de courtisane, pas de distraction jolie. Une intelligence dure, sans crainte, entrant sur le seul terrain qu'il respectait vraiment, l'échiquier rugueux du droit. Dans ses yeux, il vit brûler une assurance sans rapport avec la naissance. Elle discutait d'égal à égal, vocabulaire exact, logique irréprochable. La rue, les gardes, même le ronron du fuseau parurent se dissoudre. Il ne resta plus que cette femme dans une maison nue, et la trame serrée de son argument, plus captivante que n'importe quelle laine. La passion de Justinien prit la force d'une poussée tectonique. Esprit habitué à disséquer des codes et des registres, il se fixa sur un obstacle unique. Une vieille loi, remontant à Auguste, fossile de morale interdisant à un homme de rang sénatorial d'épouser une actrice ou une prostituée, union jugée tache sur la dignité de Rome. Pour les patriciens, ce garde-fou convenait à merveille, conserver le sang, garder l'ordre. Pour Justinien, c'était une absurdité qui se dressait entre lui et la seule femme dont l'esprit rivalisait avec le sien, dont la trempe refusait d'entrer dans les cases.
Il s'employa à l'abattre avec une précision chirurgicale qui laissa le Sénat blême. Les couloirs du palais bourdonnèrent d'une ardeur nouvelle. Scribes et juristes, sous sa férule, déroulèrent des rouleaux sur des tables de marbre, scrutant le grec et le latin non pour y pêcher une sagesse mais une faiblesse. Les mémoires qu'il dicta n'avaient rien d'une supplique. C'étaient des charges démolisseuses, isolant le vieux texte comme une anomalie, en contradiction avec le principe plus large qui veut que l'empereur règle l'ordre social pour le bien commun. Il présenta l'affaire non comme un caprice intime, mais une modernisation nécessaire. Clémence, pragmatisme, intérêt de l'État. Il fit peser sa volonté sur son oncle, Justin, vieil empereur fatigué, dont la confiance dans le jugement de son neveu ouvrit la porte. Dans le secret lourd d'encens des appartements impériaux, Justinien plaida. Il parla de stabilité, de force que donnerait l'union d'un souverain avec une femme issue du peuple, symbole d'une Rome incluante. Il parla de la piété de Théodora, de sa réforme, de son esprit, toute qualité qu'il avait soigneusement documentée. Le vieil homme acquiesça, sa main guidée par celle de Justinien, et signa. En l'an 525, la vieille loi ne fut pas simplement contournée, elle fut annulée. On proclama dans l'Empire un nouveau statut qu'on baptisa sans détour, la loi de Théodora. Audace inouïe, non une permission, mais l'aveu qu'un nom pouvait plier la législation. Pour la femme qui filait à sa fenêtre, ce ne fut pas seulement un droit d'épouser, ce fut la première gorgée de puissance réelle. Non l'influence empruntée d'une maîtresse, ni la gloire fugace d'un numéro, mais la force fondatrice du texte qui ordonne les mondes. Elle reconnut, avec l'adresse d'une artisane, la matière brute du désir de cet homme, et elle comprit l'outil sublime qu'on lui tendait. Elle saurait canaliser ce métal en son propre pilier de légitimité. La route vers le trône, barrée par des préjugés antiques, s'ouvrait à l'encre d'un décret. Elle menait à sa porte. Dans la grande église des saints apôtres, l'air était épais au point de couper le souffle. Encens, cire, chaleur des corps masqués. Le soleil, brisé par des mosaïques serties de gemmes, traçait des barres poudrées sur l'assemblée des puissances d'Orient. Les sénateurs, droits dans la soie, gardèrent des visages impassibles. Leurs yeux, eux, ne dissimulaient rien. Mépris, nu. Théodora sentait chaque pic comme un dard sur sa nuque, ses bras. On ne voyait pas une Augusta, mais la fille du dresseur d'ours, l'actrice de l'hippodrome, la femme entrée chez eux à coups de loi. Justinien, à côté, était colonne d'autorité. Le patriarche leva le diadème lourd de perles. Le poids de l'or et des pierres, quand il toucha son front, la surprit moins que celui, invisible, écrasant, de la haine aristocratique. Elle ne scia pas. Elle ne baissa pas le regard. Elle se redressa, s'allongea, leva d'un doigt le menton. Les années de scène ne l'abandonnèrent pas. Son visage devint masque de sérénité, plus lisse que l'ivoire, impénétrable. L'onction d'huile sacrée glissa sur sa peau. La chorale éclata, vaste hymne qui faisait vibrer la pierre. C'était le sommet du monde, et elle n'y était pas née. Elle l'avait gravi depuis la boue, depuis la poussière et les quais, doigts en sang, âme trempée à la forge des trahisons. Quand l'écho s'éteignit, elle balaya de son regard la mer des visages hostiles. Elle avait monté. Elle était arrivée. Et elle se jura, sans bruit mais en fer, de ne jamais redescendre. Désormais, la seule direction serait en avant. Le rugissement qui monta de l'hippodrome n'avait plus rien de la houle capricieuse des courses ou des pantomimes. Il était plus profond, plus laid, un hurlement à nu. Nous étions en janvier de l'an 532 et la ville se déchirait. « Nika! Nika! Vainque !» criait la foule. Un départ manqué d'exécution avait mis le feu. La rivalité antique entre bleus et verts s'était consumée au profit d'une haine commune. Elle et l'homme qu'elle avait épousé. Des fenêtres hautes du palais, le monde finissait, noyé de flammes et de fureur. L'air, jadis parfumé d'oranger et d'embrun, se chargeait de fumée. Les avenues élégantes avaient cédé à une coulée humaine. Des torches sautillaient comme des lucioles mauvaises. La scansion de la masse battait les murs comme un marteau. Le palais devint une île assiégée. On barra les portes de bronze, les mosaïques tremblèrent sous les pierres. Les marbres polis, d'ordinaire foulés par des semelles feutrées, claquèrent sous les bottes. Les conseillers, habituellement lisses, perdirent couleur et mesure, la voix aiguë serrant l'empereur. Un chœur dissonant d'une seule note. Fuir.
filés par les passages jusqu'aux barques, aux navires prêts à les arracher. La panique, contagieuse, minait la charpente même de l'Empire. Loïs, ordre, pouvoir, tout vacillait, à un battement d'être broyé par la volonté unie d'une foule devenue meute. Les prières apeurées emplissèrent la salle, épaississant encore la fumée. Justinien, pâle, pliait sous la charge d'un monde qui s'effondrait. L'énergie d'autrefois, celle qui avait plié les textes pour une femme, semblait l'abandonner au rythme des coups contre les portes. Il eut un regard pour le couloir secret vers la mer. Théodora y lut la fin. Elle ne s'avança pas, elle se déploya. Tout ce qu'elle était, enfance de poussière, leçon de scène, humiliation et conquête, se concentra en une immobilité foudroyante. Les hommes se turent, on se tourna. Elle n'était plus l'épouse tolérée, elle incarnait une volonté qu'ils ne comprenaient pas. Sa voix, quand elle jaillit, ne cria pas. C'était la même qui couvrait l'hippodrome, mais polie jusqu'au tranchant. Elle fendit la panique, froide et nette. Elle ne parla pas de sauver sa peau, mais d'inscrire son nom. Elle évoqua le pourpre, non vêtement, mais linceul. Fuir, c'était vivre comme des ombres, quémander chez des rois étrangers, n'être plus jamais que l'écho d'un trône perdu. Tenir, combattre, tomber ici, en pourpre, cela durait. Cela se racontait toujours. Son regard, incandescent de certitude, accrocha celui de Justinien. Elle ne lui offrait pas le choix entre la vie et la mort, mais entre l'infamie et la légende. Son courage se transmit, plus contagieux que la peur, comme une résine durcissant l'échine de l'Empire. Mieux valait mourir impératrice que vivre réfugiée. La décision, d'un coup, nettoya le visage de Justinien. Il aboya non plus des ordres d'évasion, mais de combat. Bélisaire et Mundus, généraux d'élite en attente crispée, s'ébranlèrent comme des lames. Tandis que la foule, ivre de sa propre colère, se massait à l'hippodrome, on referma les issues du grand cirque et on la prit en étau. Ceux qui, un instant plus tôt, acclamaient un prétendant, n'étaient plus conquérants, proie dans un bol de pierre. La suite ne fut pas une bataille, mais un écrasement. Les professionnels tombèrent sur la masse indisciplinée avec méthode. Les clameurs se muèrent en cris. Le sable but, cette nuit-là, plus de sang qu'il n'en avait jamais vu. À l'aube, on dénombra près de 30 000 morts. La révolte s'éteignit, sans appel. Le trône, prêt à verser, se fixa non par tractation, mais par la terreur. Personne, après ce jour, ne douterait plus de l'acier de l'Augusta. Le silence qui suivit Nika n'était pas la paix. C'était une stabilité chèrement achetée, crainte jusque dans ses pierres. La leçon, écrite au fer, permit à Théodora d'écrire les siennes. Pendant 2 décennies, elle régna non comme une ombre de consort, mais comme une co-régente. Sa volonté s'entremêla aux lois, avec la même précision pugnace que son mari appliquait à ses codes. Mais là où Justinien bâtissait des édifices d'administration, elle éleva des monuments de miséricorde à la mémoire de ce qu'elle avait traversé. Elle fit promulguer des textes qui arrachèrent des jeunes filles à la prostitution forcée, leur donnant ce choix qu'on ne lui avait jamais laissé. Elle accorda des droits aux mères sur leurs enfants, pouvoir refuser à la sienne au pire de leur misère. Elle créa dans la ville des refuges, des ateliers calmes où celles qui avaient effleuré sa chute pouvaient se déposer, filer la laine, recommencer avec dignité. Chaque loi apaisait un spectre, chaque décret scellait une tombe pour la fillette qu'elle avait été. Son témoignage le plus visible s'éleva non en parchemin, mais en pierre. Elle fut l'âme de la reconstruction de la grande église Sainte-Sophie après que les flammes eurent réduit l'ancienne. Elle versa l'or du trésor et sa propre volonté dans le chantier, soutenant les architectes et les calculateurs qui osèrent un dôme comme suspendu au ciel. Quand il fut achevé, le grand casque doré domina l'horizon de la ville. Ce n'était pas qu'une église, une proclamation, puissance impériale et faveur divine, silhouette impérissable d'une cité et d'une femme que l'on pouvait fendre mais qui se relevait plus haut encore. Pour l'éternité, ce dôme serait sa découpe contre le jour. La fin, quand elle vint, ne jaillit pas d'une lame ni d'une foule. Elle rampa de l'intérieur. Cancer, souffla un médecin, une bête crabe qui mange en dedans. L'humiliation fut intime, défaire lent de cette force qui avait tenu un empire. Elle fit face comme elle avait fait face aux émeutes, sans plier. En l'an 548, dans le calme parfumé de ses appartements, Théodora, fille d'un dresseur d'ours, actrice, impératrice,
s'éteignit. On l'ensevelit aux saints apôtres, sainte du pourpre qu'elle n'avait jamais consenti à quitter. La petite aux pieds nus qui mendia des miettes à l'hippodrome était devenue la femme qui reconfigura un monde. Ceux qui avaient intérêt à tenir d'autres enchaînés durent avaler la vérité la plus insupportable, qu'un jour, les victimes découvrent l'ampleur de leur propre puissance et s'en servent pour refaçonner la terre. Ainsi se ferme l'histoire. Ce ne furent pas les pratiques qui firent l'impératrice. Ce fut l'impératrice qui prit ses expériences, les fit passer à la forge et en tira une couronne plus éclatante que tous les joyaux du trésor. Le reste, dit-on, appartient à l'histoire.